petit, un petit bout de temps, mais maintenant je laisse Ah, quelques vous êtes là. Terrible. Alors, je vous remercie, professeur Hafidé. Je remercie les organisateurs et je félicite Philippe pour l'organisation de son 16e congrès dans des conditions qui ne sont pas évidentes. Et donc, malgré cela, ils ont pu organiser, tenu à organiser leur congrès. Et je suis ravi d'avoir été invité pour partager avec des participants constitués pour la plupart, j'imagine, de pédiatres partager avec eux la situation épidémiologique avec un petit zoom sur la situation et sur les données que nous avons collectées et qui se rapportent spécifiquement à l'enfant. Alors je rappelle, comme il est d'usage pour chaque présentation que je fais dans les différents webinaires, que bien sûr ce sont des données officielles du ministère de la Santé qui sont collectées et analysées par la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies que je dirige, et plus particulièrement grâce à l'effort de mes collaborateurs au niveau du Centre national des opérations d'urgence de santé publique qui relève de cette même direction. Vous me recevez, il n'y a aucun problème. Liobi, allez-y. Pas de souci. Oui, c'est Liobi, allez-y. D'accord, parce que j'entends du bruit. Alors, je voulais m'assurer que tout est OK. Alors, tout d'abord, la situation, comment on peut la résumer aux données qui viennent de tomber il y a quelques minutes. Nous sommes à un cumul de près de 475 000 cas confirmés de Covid-19 depuis, bien sûr, la découverte du premier cas le 2 mars 2020. Un total des décès de près de 8 370 avec un taux de létalité de 1,7%. Et puis un cumul de tests réalisés qui avoisine les 5 millions avec un taux de positivité global depuis le début de cette épidémie de près de 9,6%. Et à cet instant où on est en train de faire cette présentation, il y a à peu près 12 800 cas qui sont toujours sous traitement, que ce soit à domicile ou bien au niveau des services hospitaliers. Le suivi du taux de reproduction, plus communément appelé le RT, fait état que nous sommes actuellement de 0,91. Donc, bien sûr, il est calculé sur la base de la fréquence des nouveaux enregistrés durant les derniers jours. Et puis, la toute nouveauté à laquelle vous avez accès il y a déjà quelques jours, c'est le nombre de personnes vaccinées, bien que notre direction ne gère pas cette campagne de vaccination. Donc, nous en sommes à plus de 400 000 personnes vaccinées à ce jour. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, la description d'un phénomène épidémique, bien sûr, passe à travers une courbe épidémique. Bien qu'il est d'usage que l'unité ou l'échelle au niveau de l'axe des abscisses doit représenter le quart de la période d'incubation moyenne, mais ça nous donnerait un graphique difficile à interpréter. Donc, c'est pourquoi j'ai représenté une courbe épidémique avec à l'abscisse une évolution hebdomadaire, c'est-à-dire le nombre de cas enregistrés chaque semaine depuis le début de cette épidémie. Et on constate qu'on a atteint le pic la deuxième semaine de novembre avec un cumul hebdomadaire de plus de 36 000 cas et que depuis lors, nous sommes en période de décrue et décrue continue d'ailleurs. Et donc, rien que entre la semaine, l'avant-dernière semaine et la semaine dernière, il y a eu une baisse de plus de 26% des cas. Il faut rappeler que entre la mi-mars et la fin juin, nous étions en période de confinement et que la vraie activité épidémique, en fait, n'a été enregistrée qu'après la levée du confinement
Et donc, avec les événements que nous avons tous subis, en l'occurrence, les déplacements ayant accompagné les festivités de l'Aïd el-Kbir et puis les vacances d'été, avec tout ce que nous avons enregistré à la suite de ces deux événements. L'évolution du même taux de reproduction dont je viens de parler tout à l'heure fait état, bien sûr, d'une évolution quasiment en dessus de 1. Nous étions à des taux de reproduction très, très élevés au début. C'était tout à fait normal parce que les cas étaient encore rares et donc le calcul de ce taux de reproduction nous donnait la cadence d'enregistrement des cas très, très élevés. Par la suite, bien sûr, surtout à partir du mois de septembre, ce taux tournait autour de 1. Bien sûr, lorsqu'on est en dessous de 1, ça veut dire que l'épidémie est en train de décroître. En dessus de 1, ça veut dire que l'activité épidémique est toujours là. Et donc, vous constatez que même ces dernières semaines, on n'est pas encore nettement et régulièrement en dessous de 1. Et donc, il y a toujours un risque et on n'est pas encore à l'abri d'une reprise épidémique. Pour ce qui est des décès, il faut rappeler que l'évolution des décès suit celle des cas confirmés avec un décalage de habituellement une semaine à 10 jours. Et donc la même chose, un cumul des cas de décès enregistrés vers la troisième semaine de novembre avec 537 cas de décès. Là aussi, une réduction pratiquement constante depuis lors, avec en comparaison entre l'avant-dernière semaine et la semaine dernière, une baisse de 40%, un taux de létalité qui était très élevé au début, c'est normal parce que le nombre de cas était rare et donc le nombre de décès représentait gros par rapport au nombre de cas total, ce qui donnait un taux de létalité élevé, mais par la suite, ce même taux s'est stabilisé autour de 1,7, 1,8, comme je viens de rapporter. Pour ce qui est de l'évolution des cas graves, parce qu'on peut se poser des questions par rapport à une quelconque sous-déclaration, que ce soit des cas ou bien des cas graves, mais on ne peut pas déclarer et suivre les cas qui arrivent chez nous dans un état grave. Et là aussi, on constate aussi une amélioration depuis pratiquement 4 semaines. Ça se confirme cette semaine d'après les données, parce que la semaine se termine le dimanche, donc on n'a pas encore représenté les données de cette semaine. Donc la même tendance se confirme, que ce soit pour les nouvelles admissions ou bien pour la moyenne hebdomadaire des cas qui se trouvent, c'est en quelque sorte une prévalence des cas qui se trouvent en service de réanimation et de soins intensifs, ou bien aussi que ce soit pour les cas, la moyenne des cas en réanimation avec une respiration artificielle et qui sont même intubés. Bien sûr, comme nous l'avons préconisé depuis pratiquement 3 mois, nous suivons notre évolution et surtout pour comparer la situation épidémiologique entre régions et provinces du Maroc, nous avons introduit 2 autres indicateurs, en l'occurrence le nombre de tests réalisés et le taux de positivité. Et là aussi, nous constatons que nous avions atteint un cumul, après bien sûr les efforts qui ont été entrepris pour augmenter nos capacités de testing, que ce soit au niveau des laboratoires du ministère de la Santé ou du secteur public et la jonction des efforts du secteur libéral. Nous avons atteint un pic avoisinant pratiquement les 30 000 tests par jour, mais par la suite, nous avons eu une baisse notable, quoique une petite augmentation à un moment donné. Mais ce qui est en quelque sorte rassurant, c'est que même si les gens ne viennent plus
et qu'il y a de moins en moins de tests pratiqués, le taux de positivité est en train de diminuer. Ça veut dire que réellement, la circulation virale, elle est en nette régression au niveau de notre pays pour le moment, bien sûr. Je partage avec vous, bien sûr, il y a certaines personnes qui ont déjà assisté à d'autres webinaires et à ces données qui, bien sûr, qui ont été déjà partagées avec d'autres collègues qui nous les ont demandées pour les présenter à l'occasion de différentes manifestations scientifiques, mais on les partage quand même à titre de rappel parce que ça n'a pas changé entre-temps. Les facteurs associés à la létalité, statistiquement associés à la létalité, grâce à une analyse multivariée par régression logistique que nous avons réalisée au niveau de la direction de l'épidémiologie, nous donne un certain nombre de facteurs associés à la létalité, qui sont bien sûr donc des facteurs de risque qui exposent plus à la létalité chez les personnes atteintes de Covid-19. Et bien sûr, ces associations ont été mesurées, chacune ne prenant pas en considération l'intervention des autres facteurs. Donc, c'est comme ça qu'il faut interpréter. Et donc, en tête de liste vient le tabagisme. Et donc, il faut interpréter que les tabagiques ont 4,65 fois le risque de décéder s'ils ont la Covid-19 que les personnes non tabagiques. Et puis, en deuxième lieu, vient l'âge supérieur ou égal à 65 ans, les personnes atteintes d'un cancer, les personnes en obésité maladive, les personnes de sexe masculin, les sexes masculins ont 2,6 ou 7 fois le risque de décéder d'une Covid-19 que les personnes de sexe féminin. Les personnes en insuffisance rénale chronique terminale, sous dialyse notamment, les personnes ayant une cardiopathie, les diabétiques et en fin de compte, les personnes ayant une hypertension artérielle. Puisque nous sommes dans un congrès de pédiatrie, et il va falloir bien sûr partager un certain nombre de données concernant les enfants, nous nous sommes conformés à la définition de l'OMS pour définir cette tranche d'âge. Donc pour les enfants, alors là, excusez-moi, il y a eu une erreur parce que c'est inférieur ou égal à 17 ans. Donc ceux qui ont 17 ans sont compris dans cette analyse. Donc, c'est une comparaison les moins de 18 ans, disons-le comme ça, versus tous les cas confondus. Et donc, on trouve que en termes de cumul de cas, nous avons enregistré jusqu'à hier 35 527 cas de Covid-19, ce qui représente 7,5% de l'ensemble des cas. Pour ce qui est de l'incidence au sein de cette population, elle est de 288 pour 100 000, alors qu'en population générale marocaine, elle est de 1304 par 100 000 habitants, si on ajoute les cas d'aujourd'hui. Pour ce qui est des indicateurs de mortalité, le cumul de décès enregistrés jusqu'à aujourd'hui, il est Dieu merci, seulement de 5 décès chez les enfants, 0,06% de l'ensemble des décès, alors que jusqu'à hier, les décès représentés nous étions à un cumul de 1351, un taux de létalité chez cette population de seulement 0,01, alors qu'en population générale, alors que parmi l'ensemble des cas, c'est 1,7, 1,8%, et puis une mortalité spécifique au niveau de cette tranche d'âge de 0,04 par 100 000, alors que en population générale, cette mortalité elle a été de 25, pratiquement 26 pour 100 000. La répartition des cas que nous avons enregistrés chez les enfants, spécifiquement par tranche d'âge, fait état que la plupart des cas, presque 35% des cas, donc plus du tiers, a été enregistré chez la tranche d'âge 10-14 ans,
une proportion un peu moindre chez les 15-17 ans, près de 29%, et puis viennent les tranches d'âge 5-9 ans et les enfants de moins de 5 ans. Pour ce qui est de la description clinique, je sais que pour la plupart, vous êtes des cliniciens et donc cela vous intéresse considérablement. Disons d'emblée, et cela confirme la partie de la présentation que je viens d'écouter de mon prédécesseur, que la plupart des cas, la quasi-totalité des cas chez les enfants, étaient représentés par soit des formes asymptomatiques, soit des formes vraiment bénignes, avec respectivement 59,2% et pratiquement 38%. Très peu de cas modérés, 2,2%, et vraiment des cas sévères à critiques, vraiment exceptionnels, en tout cas très très rares, représentant 0,8%. Bien sûr, là, c'était la gravité du tableau clinique à l'admission. C'est-à-dire à l'admission, sachant que tous les enfants n'ont pas été hospitalisés, pour ne pas dire que la plupart n'a pas été hospitalisés. Pour ce qui est pour les formes symptomatiques, les principaux symptômes que nous avons corrigés, c'est que c'était pour la plupart, et dans une proportion de plus des 2 tiers, c'était des symptômes généraux, respiratoires dans presque les 2 tiers de cas aussi, des symptômes digestifs dans pratiquement 23% des cas, et puis des symptômes et des signes neurosensoriels dans 17% des cas. Pour ce qui est de la période d'incubation, nous constatons, pour faire court et donc pour résumer la situation, que la moyenne d'incubation chez les enfants était de 5 jours. Elle est un peu en dessous de la période d'incubation globale, qui est, je le rappelle, de 6,2 jours, avec un minimum de seulement 1 jour et un maximum de 13 jours comme période d'incubation. Donc, nous avons eu quelques cas où la période d'incubation était de 13 jours. Et enfin, je terminerai par la description. Excusez-moi, le titre ne correspond pas, c'est une erreur. Donc, c'est la description des 5 cas de décès que nous avons eus. Et comme il ne s'agit que de 5 cas, on a pu donc se permettre le luxe de les présenter un à un. Donc, il y avait un enfant de sexe masculin de 18 mois, c'était le premier cas, je pense. Oui, c'était le premier cas. Et cette petite fille avait une insuffisance rénale chronique terminale avec un retard staturo-pondéral. Nous avons aussi eu un enfant de sexe féminin âgé de 4 ans, asthmatique. Nous avons eu un enfant de 13 ans de sexe masculin qui avait une leucémie aiguë, un autre enfant de 10 ans de sexe masculin avec une dilatation de branche et un enfant de 16 ans de sexe masculin avec une anémie hémolytique qui n'avait pas encore été étudiée. Voilà, j'espère que j'ai été clair sans trop prendre de temps et je suis prédisposé à répondre avec plaisir à vos éventuelles questions et je remercie encore une fois les organisateurs de m'avoir permis de me joindre et de participer à ce congrès.